Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Tu fais de la ASMR de graines. Bonne journée, bonne écoute du podcast. Cultiver la biodiversité, épisode 27, rencontre 20. Luc et 1001 légumes, patrimoine et créativité en Normandie. Alors cet hiver, on est allé rencontrer Luc Deveau, qui travaille pour l'association 1001 légumes, et on a eu la chance de pouvoir visiter ce chouette endroit qui est situé à Beauménil en Normandie. On vous emmène donc dans la visite de ce lieu avec Luc, en partant du sac de semences et en remontant jusqu'à la culture des porte-graines, en passant par l'histoire de l'association. Alors bonjour Luc, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors du coup, Luc Deveau, jardinier ou artisan semencier, producteur de semences potagères, où j'ai appris le métier du coup après avoir fait l'ESA à Angers, l'école d'agriculture, où finalement on n'a quasiment pas du tout appris la partie de semences et de graines à l'ESA. Et du coup ça m'a pas mal fait réfléchir, du remontage de fin d'études, tout ça, que j'avais fait sur la biodiversité sauvage à la ferme du Bec-et-Loing. Et du coup c'est par là en fait que j'ai entendu parler de la ferme de Sainte-Marthe en Sologne, qui cherchait quelqu'un pour réorganiser le conservatoire, qui venait un peu de s'arrêter en 2016. Et du coup, je suis parti là-bas. Donc, c'est chouette, du coup, de pouvoir faire l'inventaire de la chambre froide de toutes les graines qu'ils ont accumulées depuis plus de 40 ans. Parce qu'il y avait plein de semences dont ils ne savaient plus du tout s'ils avaient encore les accessions ou pas, suite à la scission donc, du coup, de la vente de la ferme de Sainte-Marthe à Angers par le semencier groupe turc en fait, qui a racheté du coup, la marque en fait, Sainte-Marthe. Donc du coup, il y a pas mal de flux, et ils étaient un peu perdus, ils avaient les chambres froides, ils se sont dit « Oh là là, où est-ce qu'on en est ?» Du coup, j'ai passé 3 hivers en fait, à inventorier du coup, 1800 variétés de semences potagères et fleurs. Eux, ils pensaient en avoir 1000. Du coup, ils avaient créé d'ailleurs une nouvelle association qui s'appelle 1000 variétés anciennes. Alors qu'en fait, ils avaient quasiment le double. C'est fou. Et je me rappelle d'ailleurs Philippe Desbrosses, l'un des fondateurs de la ferme de Sainte-Marthe, qui disait « Non mais Luc, là, il y a des cartons, il faut qu'on aille les brûler, ça ne sert plus à rien, elles sont trop vieilles les graines. » Puis avec tout ce qui s'est passé, je pense qu'il devait être un peu déprimé par rapport à... aux mauvaises tournures de la ferme là-bas. Et du coup, je dis, non, on va quand même faire l'inventaire, là c'est l'hiver, on a le temps. Du coup, j'ai tout mis, et en fait, j'ai remis en culture quand même pas mal de graines finalement qui avaient réussi à germer. Donc c'est chouette. Dont d'ailleurs la tomate mangue qu'on revend ici, qui était dans ces cartons qu'on aurait pu brûler en fait, c'était insensé. Et donc tu as ressemé sans faire de test de germination ou tu faisais les tests Non, je ressemais pas tout, mais non, je semais comme ça sans faire. C'est ça. Du coup, on a classé plusieurs listes, on avait des listes noires. On s'est dit celles-là, je crois qu'elles sont vraiment perdues. Il y a trop peu de graines, elles sont trop vieilles, donc on les garde comme ça. Il y a des listes rouges, donc là il y a un peu plus de graines, même si elles sont vieilles, on peut se permettre de les ressemer. Donc même après plusieurs coups, quand il y a un ou deux individus qui germent, on était content. Sur ça, c'est ça, sur des choux navets, sur pas mal de tomates, voilà. Et après, il y avait les listes orange et vertes, ça on pouvait attendre. Et donc toi, tu as appris, tu disais qu'à l'ESA, vous en parliez pas du tout, donc tu as appris et la semence et le maraîchage en même temps, quoi. Tout à fait. Enfin, concrètement, voilà. Même si j'ai toujours fait un jardin potager, que j'ai toujours fait un peu mes graines dans le potager quand j'étais plus jeune, là vraiment, j'ai tout réappris sur le tas. Et je trouvais ça chouette parce que de me dire, du coup, je me réempare du coup de la connaissance de la semence, part dans une diversité monstrueuse de ce conservatoire, dans les potagères, et en plus travailler à la main un jardin, quoi. Enfin, vite fait, il y avait un tracteur, mais on était surtout à la main. Donc du coup, je me suis dit que j'avais besoin de revenir un peu à l'origine de l'agriculture, à refaire en fait le pas, le travail en fait de connaissances agronomiques que j'ai mis à part de l'ESA. Où du coup, à revenir un peu au temps ancestral, où je cultive avec une houe dans un tout petit jardin, à la main, à remettre toutes les accessions qu'on avait fait l'inventaire dans les jardins, à remultiplier ça, à recaractériser. Et du coup, on travaillait un peu avec aussi un centre de ressources génétiques, l'URGC, qui est le centre de l'Union des ressources génétiques de la région centre, pour revaloriser tous les légumes anciens, de conservation, en gros, région centre, quoi. Locaux, quoi. Vu qu'il y en avait quand même pas mal en accession déjà à Sainte-Marthe. Et du coup, on avait fait des liens comme ça avec les cuisiniers, avec les maraîchers. Donc c'était chouette d'avoir au moins pour une petite partie de la diversité, cette partie valorisation région centre, avec
d'autres acteurs. Oui, parce que c'est souvent le cas, quoi. En local, il y a souvent l'envie d'avoir je sais pas moi, l'oignon rosé d'Armorique ou des choses comme ça auxquelles les gens puissent s'identifier. Bah, c'est ça, tout à fait. Et en fait, ils s'identifient tellement bien que ça a fait, ça a fait vachement fureur quoi, dans la région. Ça a vachement bien fonctionné. En 3 ans, ça fait plein de liens du coup entre les maraîchers et des restaurants qui ne se connaissaient pas, entre des goûts, plein de recettes qui se sont mis en place, la population qui s'est réemparée d'une diversité qu'ils ne connaissaient plus. Et du coup, comme le céréalier violet de Tours qui n'était absolument pas connu dans la région, qui d'un seul coup maintenant tout le monde le connaît, où tout le monde s'identifie à ces variétés-là, se réidentifie en fait. Du coup, c'était vraiment un lieu très riche là-bas. Mais peut-être trop riche, parce que du coup il y avait trop de variétés à multiplier, peut-être un peu trop de pression, tu as besoin un peu d'avoir le poids du monde depuis des générations, où tu te dis mais comment ça se fait que cette diversité est arrivée là en Sologne, dans des régions pauvres, où en fait elles n'ont jamais été multipliées là sur place, moi j'ai un regard qui n'est pas forcément bon, en plus j'apprends la semence en même temps, donc c'est hyper maladroit, les générations d'avant, on ne sait pas non plus comment elles ont multiplié ça, tout est complètement érodé. Et on voit même dans la génétique, des fois je passais des graines à des maraîchers et certains maraîchers disaient mais ta graine elle est nulle. Ah oui. Je dis bon en fait c'est pas à moi, j'en sais rien. Du coup je me suis dit mais c'est con en fait de conserver des choses qui finalement répondent plus en maraîchage ou moi je sais pas comment le diriger, il y a trop de diversité à maintenir. En même temps faut faire vite cette association qui était privée donc fallait revendre un peu de graines pour maintenir le poste quand même dans l'association. Donc il y avait plein d'enjeux dans tous les sens, à la fois de vente, de conservation, d'essai. Et du coup, on se dit bon. Et je me suis dit, mais en fait, par un chemin personnel de réflexion, même avec d'autres amis aussi, je me suis dit, en fait, c'est vraiment les paysans qui conservaient cette diversité. Pourquoi c'est un conservatoire de conserver c'est bête. Bah oui, aujourd'hui, il y a plein de difficultés qui font qu'on le fait, mais... Non, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être chouette dans un territoire plutôt de reprendre une diversité plus restreinte. C'est plus facile déjà de s'en emparer et de retravailler dessus. Et puis vraiment de faire réapprendre ce travail-là aux producteurs, quoi. Et donc du coup c'est chouette, par plein de circonstances, je suis arrivé ici en Normandie. Et du coup, à ce moment-là, du coup il y avait déjà un groupe ici en Normandie de maraîchers qui faisaient un peu leurs semences entre eux. Il y avait une association ici, Mille et un légumes, qui faisait un peu de graines, ils se disaient conservatoire, mais la façon dont ils conservaient c'était un peu n'importe quoi. Enfin, pas que n'importe quoi, mais il y avait beaucoup de variétés qui étaient un peu mélangées, ou pas bien conservées, ou pas bien multipliées, parce que pas trop le temps. Il y avait d'autres personnes qui faisaient de la prospection de variétés et de savoir-faire anciens dans le pays d'Auge depuis des années, mais on sentait qu'ils vivotaient, et puis les accessions qu'ils retrouvaient, ils avaient du mal à les maintenir correctement. Okay. Parfois, ils ont pu dégénérer. Il y avait des associations du coup, plus récentes, plus dynamiques, tu vois, comme Triticum, qui arrive d'un coup sur le territoire et qui veut faire vivre les semences. Il y a Bio en Normandie, il y a plein d'acteurs en fait, qui étaient un peu là sur les semences. Et moi, je voyais ça de loin, parce que je revenais beaucoup en lien avec la Normandie, vu que j'ai fait mon stage ici avant, tout ça. Je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et du coup, moi, j'ai délaissé mon travail. Voilà, je suis venu ici me marier avec Marie-Cécile, de l'école des semeurs, et puis rejoindre des groupes d'amis. Je voudrais passer tous mes week-ends là, donc j'ai fini par y rester. Et du coup, je voulais m'installer en tant qu'artisan semencier. Je me suis dit, tiens, on va trouver des terres, machin, etc. Alors déjà, c'est impossible. Alors que pourtant, j'ai bien la capacité agricole, je peux très bien, mais ça a des gros freins comme ça. La chambre d'agriculture comprend rien à ce que je fais. J'ai dit, bon, moi non plus, je comprends pas ce que je viens faire. Ce que je viens vous dire. Mais du coup, il y a eu une opportunité incroyable, 3 mois après que je sois arrivé en Normandie, donc en février 2022, il y a la région Normandie qui a lancé un appel d'offres, de projets, pour lancer un plan végétal normand. En fait, ils voulaient revaloriser, parce que Hervé Morin, le président de la région, qui habite au nord du département, s'est rendu compte que les pommiers disparaissaient, que tous les goûts et toutes les saveurs qu'il avait quand il était de son enfance étaient en train de s'éroder. Du coup, rien que de cette prise de conscience, ça a fait remonter à la région, il y a eu cette demande de dire mais il faut absolument maintenir le peu de diversité qui est encore présent aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas faire ce travail-là que la région valorise? Donc ils ont fait ce travail-là un peu sur les races animales, mais ils se sont dit mais sur le végétal, il y en a beaucoup, il faut qu'on s'y penche. Donc je dis c'est parfait, par plein de personnes, on est tous allés à Caen, et puis on a essayé de dire il y a un projet déjà à monter, il y a plein d'acteurs, il faut juste fortifier chacun pour redévelopper un projet plus global, selon un fil conducteur en fait, de la prospection jusqu'à la revalorisation des variétés, en passant par plein d'associations. Et du coup, c'est comme ça que moi je me suis intégré ici à Mille et un légumes, pour pouvoir justement catalyser en partie ces financements. Mille et un légumes est devenu pilote de ce projet-là, de toutes ces associations et toutes ces structures autour. Et du coup, moi j'ai installé mon jardin de semences ici à l'association, vu qu'ils avaient beaucoup de terres et que le maraîcher qui était ici sur place diminuait un peu ses surfaces. C'était parfait, on a passé les terres les plus pourries au fond de la société. C'est bien pour la sélection. Mais voilà, finalement je me suis dit, en discutant, je suis très content d'avoir les terres les plus rudes de la commune. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus globalement le CPIE qui accueille, parce que tu m'as dit qu'ils font beaucoup de choses. C'est ça.
Du coup, là, le CPIE, qui était à l'origine, enfin le nom s'appelle Association Mille et un légumes, en fait, qui est né d'une volonté du territoire de revitaliser ce territoire rural qui était un peu déserté, un peu en perdition, justement, beaucoup d'érosion. Même dans l'alimentation, les gens ne savent plus comment se nourrir, connaissent plus la diversité. Donc du coup, la principale idée, c'était vraiment ça, quoi, de remettre un maraîcher pour cultiver de la diversité et que les gens aient accès à du bio et à des variétés voilà, hors du commun ou qu'ils n'ont plus l'habitude, ou même classiques. Hein. Donc pour réapprendre à cuisiner, donc il y a pas mal d'ateliers cuisine, il y a pas mal voilà, de maraîchers avec la MAP, et puis de pédagogie hein, dans les écoles, sur les légumes. Du coup, il y a un grand potager pédagogique conservatoire qui a été mis en place. Et du coup qui est cultivé avec une grande diversité de légumes, même si toutes les graines ne sont pas cultivées ici, mais on en a racheté aussi beaucoup pour montrer regardez tout ce qu'il y a dans la nature et comment on peut manger, consommer, et voilà. Du coup c'est vraiment né de cette volonté-là, et après c'est intégré progressivement. Il y a aussi la volonté forcément semences, hein, parce qu'ils étaient aussi revendeurs de cocopelli, Ok. défenseurs un peu de la multiplication des semences, dont ils ont revalorisé d'ailleurs le haricot de Ponto de Mer qui était en disparition, ils l'ont du coup multiplié, ils ont refait des filières comme ça, certains cuisiniers, etc. Étaient hyper friands de ce haricot-là. Donc le mille et un légumes était très reconnu justement en Normandie pour son haricot de Ponto de Mer. Puis plein d'autres variétés normandes mais qui ont moins percé. C'était un peu la tête de pont. Ok. Et après, en plus donc, de la partie un peu alimentation, maraîchage, pédagogie, il y avait du coup ce qui s'intégrait dernièrement, plus récemment, c'était la partie environnement, pôle environnement. Parce que du coup ici à Mille et un légumes, on est conservatoire du coup du sandeur à ventre jaune. Donc là Qu'on a vu tout on à a l'heure. vu, voilà, avec son ventre tout jaune en dormance dans le frigo. Et du coup là on travaille un peu sur les mares dans toute la Haute-Normandie, sur préserver les mares, aussi au niveau pédagogique mais aussi au niveau environnemental, donc les mares, les amphibiens, et des suivis de biodiversité. Et après, du coup, on a eu le label, là, dernièrement, enfin récemment, il y a 3 ans, 4 ans, donc de CPIE, là, Centre d'initiative permanent de l'environnement, pour avoir une reconnaissance un peu plus large, voilà. Du coup, c'est une association qui est très complète, ouais, qui relie le sauvage, voilà, et la biodiversité domestique, quoi. Ouais, et du coup, ton arrivée a aussi permis une réorganisation, comme tu disais, de la partie vraiment vente aussi de semences. Là, on est devant des tas de caisses et de cartons de semences. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi, tu t'organises plus précisément pour remultiplier tout ça? C'est ça. Alors du coup, moi j'ai repris un peu mon savoir-faire que j'avais un peu à Sainte-Marthe. Du coup, l'idée c'était pour autonomiser un peu et s'autonomiser aussi vie après petit à petit des financements de la région, c'est aussi d'être un peu plus libre, donc de revendre aussi un peu les graines. C'est comme ça qu'on les remet aussi en marche, que les gens se réemparent de la diversité et qu'on en vit un petit peu de ce métier-là pour justement continuer à travailler, à sélectionner derrière. Hein. C'est un peu... Voilà, les gens achètent des graines pour que moi je puisse sélectionner dans les champs, on va dire. C'est comme ça qu'on voit un peu le truc, même si pour le moment c'est un métier qui est pas viable, qui est pas rentable du tout. Mais commencer petit à petit. Donc là l'idée c'est que toute cette diversité aussi de la région Normandie, mais pas que, hein, des variétés aussi à adapter à la Normandie, qui répondent plutôt bien dans le territoire, j'ai multiplié et les stocks les plus importants, du coup on les revend via l'association Mille et un légumes. Donc là on vient de finir l'ensachage la semaine dernière, donc on est content, là 127 variétés cette année. Je pense qu'on n'ira pas plus de 150 parce que c'est assez complexe quand même de multiplier puis d'avoir des bons taux de germination et de répondre à une belle offre. Et du coup on revend ça pour le moment dans les biocopes. Voilà. Donc là sur internet, ici localement dans l'association, sur les marchés un peu partout. On fait des festivals, il y a plein d'événements que l'association fait. Voilà. Et puis dans 4 biocopes, Lisieux, Évreux, l'Aigle et Bernay. Dans un magasin de producteurs aussi dans le centre du village ici, des petits primeurs. Ouais, c'est un gros travail. On a vu aussi les présentoirs. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de vente, de mise en valeur qui est assez important. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Et du coup, plus largement, parce que pour le moment, on vend que à usage amateur, c'est de se dire comment on peut, surtout pour faire revivre cette diversité, le plus important, c'est de le vendre aussi à usage professionnel, pour qu'il y ait vraiment cet intérêt de sélection encore plus poussé. Donc ça, c'est vraiment l'étape 2, qui n'est pas encore arrivée, mais dont on est un peu en ce moment en copile, avec différentes associations, dont Triticum et des maraîchers semenciers, pour essayer de réfléchir à se dire comment on recrée un peu une filière semences potagères. Et ça, la région Normandie est très chaud, c'est pour ça qu'ils du coup, ils vont continuer à nous financer et nous aider, mais vraiment porter sur cette partie professionnelle en disant ok, là, la région a quelques difficultés financières, ils se sont dit là, vraiment, si on veut vous aider et continuer à vous aider, il faut vraiment réautonomiser là-dessus la région et recréer des filières courtes comme ça, régionales, donc ils sont à fond pour revaloriser ce végétal de variétés anciennes normandes, mais aussi à adapter la Normandie, donc pas que des variétés normandes patrimoniales. Ça, ils ont bien entendu, ils ont bien compris, on leur a fait bien comprendre, j'espère que ça devrait aller. Pour se dire, allons-y avec des maraîchers semenciers, etc., refaisons vivre ce métier-là, et autonomiser aussi les maraîchers
production de semences. Ok. Il y a aussi ce travail-là. Et juste du coup, tu parlais de variétés anciennes. Enfin oui, toi, j'ai cru entendre en filigrane que c'est ta vision par rapport aux variétés anciennes, mais Oui. c'est un mot que le grand public connaît pas mal. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce mot-là? Oui. En vrai, moi, je l'aime bien quand même. En fait, à Sainte-Marthe, ils étaient très défenseurs, même quand j'étais là-bas, du mot variété ancienne, plutôt que du mot variété traditionnelle ou variété paysanne. Parce que pour eux, ils se disent, en fait, c'est des variétés qui étaient anciennement cultivées, qui ne le sont plus aujourd'hui, même si des fois la culture a été abandonnée il y a 20 ans, c'est déjà ancien. Enfin voilà. Du coup, ils étaient plutôt partants sur cette variété-là, sur ce nom de variété. Du coup, ouais, j'apprécie parce qu'en vrai, c'est vrai, tout ce qui est tombé dans l'oubli est forcément du coup devenu ancien. Il y a qui est différentes variétés paysannes, qui est plutôt dynamique et remis en culture, donc c'est variétés anciennes qui redeviennent du coup peut-être paysannes. Puis traditionnelle, qui pour moi, c'est un peu, c'est juste c'est un synonyme d'ancienne quoi, Ouais. qui était traditionnellement cultivée dans le coin. Mais après, c'est quelque chose de plus figé, d'un peu mort quoi derrière variété ancienne. Donc c'est bien de. Ouais, après ta variété patrimoniale, variété. Aujourd'hui, elles sont plus anciennes. À partir du moment où je les ai recultivées, elles sont maintenant modernes. Et surtout quand elles ont été réappropriées par les paysans, quoi. Voilà, Tu c'est disais. ça. Ok, très bien. Ben merci. Est-ce que tu veux qu'on aille voir les champs? Enfin, comment tu avais imaginé Ouais. la visite? Bon, on peut faire ça. Là, du coup, on est devant les cartons. Là, tous les stocks de graines sont là. Ouais. Et puis après, Dans les on peut grosses aller caisses. voir. La session, vu qu'elle est en travaux à fond en ce moment, on peut aller voir les futurs bureaux, les futurs espaces de chambre froide qu'on Ouais. va construire cette année. Donc là, qui est en co-construction. Puis après, on pourra continuer dans la grange, voir où on trie les graines. Comme ça, on revient vers l'amont. Du coup, on peut faire comme ça la grange avec les outils de tri et tout ça. Et après, aller dans les champs, voir où est-ce qu'on les a cultivés. Du coup, les futurs bureaux semences vont être là-dedans, Ok, dans la paille. dans cet espace paille. Voilà. Où du coup, les étagères, on va les remplacer par toutes les graines. Enfin, tous les stocks de graines qui vont être là. Ok, Et la chambre froide, elle va remplacer l'espace sonneur à ventre jaune, conservation de sonneur. On va remplacer ça par des conservations de variétés anciennes, ok. là-dedans, du coup. Ok. Et du coup, on va relier en fait la chambre froide au bureau par une porte. Comme ça, du coup, les graines, elles vont pas circuler comme ça, mais circuler à travers l'intérieur. Ok. Ah oui, c'est plus pratique du coup pour ça. y accéder. Tout à Et fait. elles rentreront une fois qu'elles auront été battues, elles rentreront par ici du coup. Enfin, C'est elles ça. chemineront. Du coup, en fait, je vais les faire, c'est ça, elles vont être battues. Ensuite, je vais les faire sécher, je pense, je vais peut-être continuer à les faire sécher dans la cuisine, Ok. en attendant. Et ensuite, dès qu'elles sont triées et mises dans les sachets, elles vont arriver dans le bureau ici. Ok. Et ensuite, dans la chambre froide, après, en stockage plus long. Ok. Voilà. Et vous refroidirez la chambre froide? Ah oui. Là, du Ok. coup, à 4 degrés, on va faire ça. Là, pour le moment, je dois faire les devis, là, justement, avant Noël. Parce que du coup, il y avait des financements, et du coup, c'est chouette, vraiment, d'avoir ça. Pour, au moins, même si c'est pas durable, c'est hyper important pour maintenir la diversité de variétés. Et elle fera combien de surface du coup cette chambre froide? Ouais, 2 mètres de profondeur, et ça faisait 3 mètres de large. Mais ça va être assez haut. On va vraiment, je pense, la monter quasiment jusqu'en haut. Donc, Ok. on va mettre des grandes échelles avec des étagères très très hautes. Et vous allez sécher aussi du coup, déshumidifier? Ouais, tout à fait, voilà. Là, ça va être vraiment chambre froide, déshumidifiée pour être au plus bas en hygrométrie. Et puis, environ, on dit 30% en général, c'est ça. On va essayer d'arriver là, au mieux. Oui, voilà. Mais surtout au froid, aussi. Et puis, de toute façon, on a mis un peu dans les caisses qu'on a déjà achetées, du gel de silicate aussi. Et puis, on a tout mis quand même. Enfin, on a pris partie de mettre ça dans du plastique pour éviter que les cartons prennent l'humidité, mais Ouais. je sais pas. Après, il y a tellement de façons de faire. Non mais c'est intéressant justement d'avoir Voilà. les choix de tout le monde. Oui. Et pour Puis- les rongeurs aussi. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est ça. Puis des fois, les papillons, tout ça, je sais qu'il y a déjà eu le problème à Sainte-Marthe, justement, dans les chambres froides, que le papier, en fait, se mette à se faire manger, en fait, et que tu as des araignées, des insectes, en fait, qui viennent bouffer. Donc, le plastique, ça se mange pas, mais c'est plus artificiel. Après, on avait le projet, mais c'est pas pareil, d'essayer vu que c'est très argileux ici, le terrain, de faire une chambre froide en argile, enfin, une chambre à graines en argile. Vu qu'on est en Normandie et que les terres ici, c'est des maisons à colombage en torchis et tout ça, essayer de se faire une sorte de hutte en torchis dehors, en argile, où on pourrait conserver de façon plus low-tech les graines dans des jarres en terre cuite. On a l'idée, mais on se dit, comment faire ça? On va dire dans un second temps, pourquoi pas. Mais là, en toute urgence, on fait une chambre froide. Du coup, on avait des financements là-dessus, du coup, c'est vraiment très chouette. Et puis peut-être passer progressivement vers un truc peut-être plus low-tech dans le futur. Oui, la phase 3 ce sera avec les maraîchers, peut-être la phase 4. Voilà, mais en vrai, on y pense et l'association, je pense qu'elle pourrait porter ça, Et donc après c'est les battages. Voilà, c'est ça. Du coup, là, on revient en arrière. Du coup, l'espace, c'est ça. Là, on a vu l'espace du coup de séchage des graines et puis d'ensachage des semences, de conservation. Et du coup, là, on fait sécher cette fois les porte-graines avant de les battre, qu'on bat souvent en extérieur ici sur cette plateforme-là.
Quand c'est tout sec, parce que l'été c'est sec. Du coup, on trie, on bat les graines ici, on met des grands draps et on sort les porte-graines et on bat ici, dans cet espace-là, là ou là, devant la grange. Là où il y a de la place. Et du coup, là on est dans l'espace grange, du coup, où il y a la colonne à air qu'on a pu faire autoconstruire cette année. Donc c'est vraiment trop chouette. Ça a permis vraiment d'améliorer les taux de germination et le tri des graines et les quantités aussi stockées, parce qu'on vide vraiment les trucs qui vont pas. Tu peux expliquer comment ça marche rapidement? Ouais, donc une colonne à air, ça c'est vraiment chouette, ça a été autoconstruit avec l'atelier paysan, donc vraiment sympa, qui a été bien amélioré déjà par des groupes de maraîchers franc-comtois et tout ça auparavant. Donc on a eu une bonne amélioration là. Et du coup c'est une sorte de tarare amélioré, donc un ventoir, une sorte de ventilation quoi, où tu as la ventilation à la base qui se lance dans une énorme colonne. Et du coup, on jette les graines dans une trémie. Du coup, les graines, quand elles arrivent dans cette colonne-là, en fonction de la ventilation, les légers partent en haut et les lourds partent plutôt en bas. Donc du coup, on va gérer comme ça très finement le vent, en fait, la ventilation, que les graines puissent se séparer. Donc selon la densité, en fait, voilà. Et le vent. Donc ça, c'est vraiment un très très bon outil. Okay. Une colonne à air. Colonne de tri densimétrique, voilà, c'est par la densité. Et vous avez une batteuse aussi alors. Voilà, et puis une batteuse, voilà, une vieille batteuse ancienne à blé, mais voilà, il faudrait encore qu'on améliore peut-être un peu, qu'on prenne un peu en main. Mais là, entre-temps, on va auto-construire là, au mois de janvier, justement, pareil, la batteuse de l'atelier paysan. Donc ça va être chouette, ça pour battre sur des choses à la main, des fois ça devient un peu trop fastidieux. Surtout des années comme cette année où c'était très humide, les fenêtres de battage étaient très courtes, et quand on fait tout à la main, en fait, on s'épuise vite et j'avoue que c'est pas mal d'avoir des petites machines comme ça, autoconstruites, réparables facilement. C'est important. Ok, c'est plus gérable. Donc voilà, donc quand il fait chaud et sec, on sèche dans la grange ici. Okay. Et comme ça, c'est aussi l'espace de tri et de battage. Quand les années sont plus humides comme cette année, du coup, je fais sécher les porte-graines dans les serres. Donc, j'ai des espaces aussi de battage et de séchage dans les serres qu'on a aussi monté du coup, parce qu'on a vraiment fait une installation cette année, vraiment de la parcelle jardin de semences, tout au fond de l'association. Du coup, on va aller voir ça. Du coup, c'est assez grand, combien il y a d'hectares, il y a au moins 7-8 hectares, c'est assez grand. Il y a une parcelle qui est cultivée pour faire du blé et des lentilles. Donc en grande culture, où il y a des membres de l'association qui viennent moissonner. Il y a la partie verger conservatoire de variétés anciennes, la partie maraîchage avec la MAP, l'une des premières AMAP en fait avec la MAP de Haute-Normandie, qui est née aussi par ici. Et il y a ici du coup le potager pédagogique là, qui est nu, c'est l'hiver, du coup là tout est mis en mode paillage. Hivernage, ah ouais, c'est beau. Puis là il est en pleine réorganisation aussi, on va essayer de refaire des trucs un peu plus sympas, le renouveler un peu. Ok, et donc ça c'est celui que gère Margot. C'est ça, voilà. Ça c'est le potager que gère Margot du coup. Qui est une autre salariée. C'est ça, qui gère du coup la partie pédagogique de l'association. C'est grand quand même. C'est ça, c'est assez grand et très large. Voilà. Comme ça, les gens déambulent bien, ils passent, on voit chaque carré, c'est une plante. Voilà, il y a une belle vue sur le château de Beauménil au fond. Ça, c'est aussi touristique. Et puis tout au fond, et après un peu de marche, on arrive au jardin de semences qui fait, ce jardin fait 3000 m². Après, il est un peu en mode, on va dire, toile d'araignée quoi. Okay. Il y a des zones quand même pour isoler les cultures où je vais du coup sur des parcelles à côté. Là il y a l'école des semeurs qui est une association du coup parallèle où il y a aussi du maraîchage et donc du coup je fais aussi des graines tout au fond là-bas. Tu vois le long de la forêt. Voilà derrière la haie, au pied de la forêt là, de Beauménil, il y a une zone maraîchère aussi qui s'appelle de l'école des semeurs dont je fais aussi quelques graines pour isoler comme les choux. Et puis derrière le château là-bas, il y a aussi une petite parcelle mais on peut pas la voir mais très loin aussi en bordure du village. Pour les courges. C'est ça, les courges, tout ça, tout à fait. Donc du coup, il y a 3 parcelles, mais tout est rassemblé ici. En proportion, t'as beaucoup d'allogames. Il y a tout. Il y a tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allogames, surtout dans les variétés patrimoniales normandes, il y a quand même pas mal de choux et tout ça, et c'est très difficile à faire. Donc pour maintenir ça, du coup, c'est très boueux, tu vois. La Normandie. Voilà. Mais en vrai, il pleut pas tant que ça ici. On est plutôt sur un climat plus continental, on est moins océanique. Du coup, c'est un climat un peu dégradé. Du coup, on n'a pas toutes les pluies. On est protégé en fait par le Pays d'Auge et le Perche qui est plus au sud. Donc toutes les pluies qui viennent d'ouest en fait se déchargent peu de temps avant ici. Et là, on est plus sur un climat un peu plus qui ressemble un peu à Paris ou Chartres, donc qui est beaucoup plus sec, un peu plus continental. Du coup, on a à peine 700 mm d'eau par an. Et du coup, en vrai, on peut être plus soumis à la sécheresse. Enfin, c'est comme là un climat normand où en vrai les pluies arrivent souvent, mais pas en grosse quantité. Mais le sol s'engorge vite, que c'est que de l'argile en fait. On est sur des zones très argileuses du Pays d'Ouche, donc c'est hyper humide en fait, l'eau s'infiltre mal. C'est une nappe d'argile. Il y a ils appellent ça le pudding, c'est incroyable. Du coup, ils font les fondations du château de Beauménil, des granges,
Dans le temps, là, allez, à peine 50 cm de profondeur, on peut tomber sur des gros cailloux comme ça, qui sont des agglomérats d'argile et de silex, qui forment en fait un caillou mais hyper dur et imputrescible. Et donc du coup, c'est avec ça qu'on va pouvoir construire les fondations des maisons et des châteaux. Et voilà, et moi, mes serres se trouvent au-dessus de ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que du coup, c'est inondé. Voilà, donc du coup, nous voilà au jardin de semences. Du coup, on a mis en place ces 2 serres à semences de petite taille. Les serres, elles font 20 mètres, les planches font 20 mètres de long, 20 à 22 mètres de long. Et du coup, il y a toujours un espace au bout de chaque serre qui était dédié, enfin des 2 serres du coup qui étaient dédiées pour justement le séchage des porte-graines et le battage. Du coup, quand le climat est plus humide, on fait sécher du coup ici sous les serres, c'est quand même plus pratique. D'avoir l'espace grange pour ombrager ou sous l'espace serre. Comme ça, au moins les porte-graines, c'est plus facile aussi de les faire sécher ici, qu'il y a un turnover plus rapide directement sur place pour faire sécher. Quand même ce chemin là au milieu du coup où on peut venir en voiture ou en tracteur. Donc heureusement on prend les tracteurs ou la voiture avec le grand coffre. Mais quand c'est beau ou qu'il pleut, en fait on est vite bloqué. Du coup l'idée c'est aussi de mettre un chemin en cailloux pour accéder jusque là. Et puis après il y a aussi un potentiel après d'agrandissement aussi parce que ce jardin pour le moment, ce jardin de semences ici à Mille et un légumes fait 3000 m². Mais l'idée après ce serait pour multiplier en plus grande quantité et pour pouvoir mieux sélectionner, surtout pour les haricots ou les plantes qui sont un peu moins prolifiques. Du coup, c'est de cultiver la parcelle là juste ici, qui est un peu le réplica en face, qui est pour le moment une prairie. En fait, ça fait des grandes bandes comme ça. Genre, c'est là, tu as une bande là, une 3e bande. Du coup, cette bande-là n'est pas cultivée encore, mais peut-être qu'on le mettra aussi en semences, mais tout seul, on ne peut pas tout faire. Ah oui, on voit en plus, ça fait un creux, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout, voilà. Donc ouais. l'idée là, c'est aussi de refaire du coup des mares dans les zones humides. Comme ça, on intègre la partie biodiversité, de refaire un peu des haies sauvages et de cultiver entre tout ça. Donc il y a pas mal de projets là dans les 3 prochaines années de drainer, de faire des petites noues, de faire des mares, de cultiver entre tout ça. Donc un peu réintégrer du coup tous les enjeux de l'association, biodiversité, tout en cultivant. Donc il y a une bonne interaction qui va se créer, qui se développe. Là par exemple il y a le chou de Saint-Saëns. Là il est en phase du coup première année. C'est-à-dire que là il vient d'être planté. Là je le mets sous ça, mais généralement il est dehors. Hein. Parce que je l'ai planté un peu tard, donc j'ai préféré qu'il pousse un peu plus ici. Ça, c'est un gros chou qui met 3 ans. Saint-Saëns, du coup, c'est en Seine-Maritime. Et ça, c'est une vieille variété qui était très connue dans la région pour faire les gros choux, pour les grosses potées. Un gros chou pomme, ouais, vraiment énorme. Hein, parce qu'il peut peser jusqu'à 15 ou 20 kilos. Enfin, c'est vraiment un énorme chou gigantesque et vraiment énorme. Et là, tu laisses mes quand ? Et donc là, en fait, il se sème en gros au mois d'août. Là, je l'ai semé en septembre, un peu plus tard, mais voilà, normalement, c'est plutôt au mois d'août. Il est comme ça en petit, en jauge, là à l'intérieur. Ensuite, arrivé au mois de début mars, donc on les arrache, ces choux-là, on les replante, du coup, à distance un peu plus, comme des choux, quoi. Et là, ensuite, en les fumant énormément, parce que c'est du coup un chou qui a besoin énormément de manger. Donc en fait, il faut mettre énormément de paillage, de fumier. Enfin, c'est comme ça qu'il était traditionnellement cultivé auparavant, quoi. Parce que forcément les gens cultivaient avec des chevaux, donc ils avaient du fumier, donc ils donnaient à manger à leurs choux comme ça. Donc les choux du coup étaient cultivés sur beaucoup de fumier, ça devenait des choux gigantesques. Et ensuite pour faire de la semence, ils conservaient les choux sans couper les pommes, parce qu'ils se disaient que en coupant les pommes de ce chou-là, parfois la graine était de moins bonne qualité, mais surtout sur celui-là en particulier, parce que des fois on dit que couper ça dérange pas, mais là du coup l'ancien parce qu'il n'y a plus qu'une personne, hein, c'est Gérard Mallet en Normandie qui maintient cette variété encore là, alors qu'il a 85 ans. Et qui lui est issu justement de familles de maraîchers qui ont toujours cultivé ce chou depuis la nuit des temps en fait. Donc c'est grâce à lui on a pu comme ça avoir une transmission directe en fait des accessions passées jusqu'à aujourd'hui et de la façon dont il est cultivé. Et donc lui il a continué tous les ans de reproduire encore ce chou là. Donc là on est un peu en formation par lui pour maintenir ce chou. Voilà, on trouve qu'il pourrait y avoir un intérêt. Puis il est encore bon et productif quoi, mais vraiment énorme. Donc voilà, il répond peut-être pas trop à l'usage aujourd'hui. Pour plus des amateurs, c'est toujours la question entre est-ce que ça irait à des maraîchers ou plutôt à des jardiniers. Voilà. C'est ça. C'est qu'il faut retrouver aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Alors il y a un bon exemple, c'est la mâche de Rouen qu'on a retrouvé justement via en fait le Gévèze, mais parce qu'il était inscrit soi-disant au catalogue officiel des variétés parce qu'il avait un intérêt économique par le passé, donc il a été vendu en fait et mis au catalogue, mais disparu, radié de ce catalogue officiel. Et du coup, vu que nous on retrouvait les variétés patrimoniales et que j'ai vu qu'il avait été vendu et qu'en plus il avait été inscrit, mais radié dans les années 80, j'ai téléphoné au Gévèze en disant est-ce que vous l'avez encore? Ils m'ont dit non, parce qu'on n'avait pas obligation de maintenir ces ressources-là avant les années 90. Du coup je dis mince, est-ce que vous pourrez pas quand même, je sais pas, dans votre réseau trouver si quelqu'un n'aurait pas à garder? Et en fait si, le semencier Claus du coup qui était soi-disant mainteneur officiel de cette variété par le passé, parce que Claus du coup revendait beaucoup de graines pour les Normands au début du XXe siècle, parce que du coup la semence était délocalisée du coup en Anjou, pour tous les maraîchers qui étaient déjà ici en Normandie, quoi.
Donc il y avait déjà un peu cette érosion déjà depuis longtemps en fait. C'était vraiment l'Anjou qui nourrissait la Normandie en graines quoi. Ok. Et du coup les variétés traditionnelles normandes se sont mises à se multiplier du coup en Anjou et plus en Normandie. Du coup ces semenciers-là avaient maintenu comme la mâche de Rouen. Ils l'avaient encore conservé du coup quand je téléphonais. Ils m'ont dit bah ouais on l'a encore, on l'a multiplié cette année pour nos ressources génétiques, donc du coup vous en donner. Donc, du coup on est content de remettre la mâche là où elle était. Mais bon, après je pense des décennies où elle n'a pas poussé en Normandie, du coup c'est peut-être plus trop de Rouen. Mais du coup c'est drôle quand même voilà, de retrouver comme ça un peu des accessions comme ça qui auraient peut-être pu disparaître et puis le remettre un peu dans le bien commun, voilà, et puis dans une entreprise non plus que privée quoi. Mais c'est intéressant ces histoires de noms justement. Enfin, vous avez dû beaucoup vous poser la question dans le projet Patrimoine végétal normand parce que j'ai l'impression que c'est une grosse question au sein du réseau de dire à partir de quel moment on peut considérer qu'on garde Oui. cette mâche, elle va toujours s'appeler mâche de Rouen par Oui. exemple. À quel moment on considère qu'en fait ça devient la mâche d'Anjou. Oui. Et est-ce que finalement, comme il y avait des débats sur les oignons rosés, voilà, est-ce que tu as un avis toi là-dessus? C'est complexe parce qu'en plus tout ce qu'on retrouve même là c'est la laitue de Flers, on l'appelle la laitue rouge de Flers, mais en vrai c'est juste parce qu'on l'a retrouvée à Flers et qu'elle est rouge qu'on l'appelait comme ça. Mais en fait, elle aurait sûrement eu d'autres noms avant. Donc en fait, il y a plein de variétés comme ça. Donc en fait, on les a rebaptisées selon là où on l'a trouvé, avec qui. Mais en vrai, là, juste parce que les gens sont intéressés au patrimoine, donc on maintient ces variétés selon leur nom. Mais en vrai, l'idée, c'est vraiment de décloisonner tout ça dans le futur et justement vraiment de porter aussi l'association vers la création aussi variétale. C'est-à-dire vraiment adapter ces variétés, les réadapter. Si elles sont dégénérées, les remélanger avec d'autres. Donc on a un bon exemple, c'est le haricot petit carré de Caen. Insupportable truc à multiplier, à maintenir, alors que ça n'a aucun intérêt. Il est complètement dégénéré, il produit pas du tout, il prend du feed, il est insupportable même à extraire en graines, mais horrible. Je me dis mais quel intérêt vraiment de conserver ça. Je me suis dit l'intérêt c'est de le garder pour en fait le remettre dans un mélange, dans un truc comme ça. Je dis je le conserve, je le garde, mais l'idée c'est surtout pas de le valoriser directement quoi. Oui, c'est ça, de vouloir le garder uniquement parce que c'est le petit carré de Caen. Non. En fait, là, il a plus aucun intérêt quoi. Ouais, oui, en voilà. fait, il faut même qu'il disparaisse comme il est aujourd'hui. En fait, faut qu'il se transforme, voilà, qu'il réémerge d'autres choses de lui ou qu'il donne des choses à d'autres. Mais En effet, c'est ça. C'est au final, quand tu parlais de faire des nouvelles variétés, on peut aussi créer des nouveaux noms qui potentiellement seront le patrimoine de c'est demain. ça. Moi, j'adore les oignons. Je suis lié d'amitié avec cette plante que j'aime beaucoup parce que c'est bon. Ça nourrit et en plus c'est magnifique quand ça monte en fleurs. J'aimerais bien, pourquoi pas, m'amuser à créer l'oignon de Beauménil, ici l'oignon rose de Beauménil. Du coup je me suis un peu amusé, en fait vu que je mange beaucoup d'oignons et beaucoup de variétés d'oignons, j'avais remis dans mon jardin potager en culture juste pour le rendre beau, c'est vraiment un aspect juste ornemental, plein d'oignons de plein de couleurs différentes et plein de formes différentes que j'ai mis. Donc à peu près une quarantaine d'oignons comme ça. Et, ils ont bien monté, ils ont fait des graines magnifiques. Et justement, quand je les ai ressemés l'année suivante, le taux de germination, et leur vigueur était bien plus importante que les variétés que je gardais fixes. Je me suis dit, mais c'est impressionnant. Je dis, forcément, vu que l'oignon est allogame et qu'il a besoin de se croiser, etc., le fait de lui avoir mis plein de diversité, mais n'importe quoi, en fait, c'était la variété qui a le mieux germé, mieux poussé de toutes celles que j'avais maintenues avant. C'était incroyable ça. Et même au champ, l'année du coup 2023 avait été humide en fin d'année et en fait c'était le seul qui avait pas eu trop de maladies. Et du coup je me suis dit mais c'est dingue de le voir en fait, dès la première génération. Là je me suis dit bon vraiment en fait faut arrêter ces variétés dégénérées. Il faut remélanger un peu ça aussi quoi. Améliorer mais aussi dire tiens c'est chouette de pouvoir créer des choses. En fait c'est pas si compliqué. Je pense que c'est quand même à la portée finalement de tout le monde. Des fois, on a un peu peur, mais... En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est beaucoup les enjeux d'adaptabilité au final. Oui. On est tellement dans un climat qui est compliqué qu'au final, cette diversité, on en a besoin aussi pour continuer de produire. Du coup, là, c'est un peu l'idée de ce projet aussi de jardin de semences ici à Mille et un légumes, c'est vraiment d'autonomiser aussi la région là-dessus. En fait, se dire, il faut avoir des lieux comme ça, un peu de bouée de sauvetage ou dans la région partout pour au moins se dire au moins on a mis en route quelque chose qui va pouvoir porter du fruit dans le futur. Donc petit à petit avec tout ce réseau là d'associations, de maraîchers semenciers autour, de jardiniers aussi. Du coup on intègre aussi beaucoup les jardiniers dans le projet. C'est vraiment tout ce réseau là qui va petit à petit se réempare de la production de semences, etc. Et nous aussi de la conservation et puis d'un lieu ressource, de tri, etc. qui peut être collaboratif. Les gens peuvent venir aussi trier leurs graines là pour que ça donne un peu de résilience quoi. Tu as anticipé ma question parce que justement je voulais échanger avec toi sur les questions de conservatoire. En fait, tu disais quand même au début aussi quand tu présentais qu'il y avait un peu une perte de vitesse quand même sur la question du conservatoire. Ouais. Et donc je me demandais comment les conservatoires aujourd'hui peuvent de nouveau faire partie de ces réseaux qui se remettent à multiplier, à faire des mélanges, à faire des peps et tout. Et donc là, tu as carrément répondu. En fait, c'est... c'est ça, ouais. En fait, pour moi, ça me paraît totalement logique. Quand je vois Sainte-Marthe, c'était pareil. Je me suis dit, mais à Sainte-Marthe,
l'idée pour faire vivre ce conservatoire, c'est qu'il soit dynamique avec les maraîchers autour et avec, avec son territoire. C'est comme ça qu'en fait le conservatoire répond, parce que lui, il peut porter la conservation, puis un peu la sélection sur place, parce qu'ils ont les machines, la connaissance, etc. Et c'est un peu le centre de la toile d'un petit territoire où les gens travaillent avec, où on peut y puiser la diversité et on peut y revenir. C'est vraiment un conservatoire dynamique, mais pas que dans son champ, c'est avec les champs des autres aussi, quoi. Les jardiniers, des maraîchers. Du coup, l'idée, ça va être un peu ça ici. Puis ils se mettent en relation ici, nous en Normandie, avec plusieurs zones, dont Triticum, que tu vas aussi interviewer, où ça va être à peu près la même chose. On aimerait bien aussi que la graine manchotte dans la Manche, il y ait à peu près la même chose, et qu'un peu partout en Normandie, il y ait comme ça déjà des centres, un peu comme ici, où on conserve, on multiplie, et puis on met en relation avec plein de gens autour. Voilà, il y a beaucoup de petits pays ici, et des contextes pédoclimatiques qui n'ont rien à voir, entre climat océanique, même continental, entre le massif armoricain et le bassin parisien, donc on n'est pas du tout sur les mêmes types de sol. Donc en vrai, c'est une région qui est très diverse. Ouais. Là, il y a des poireaux de 40 ans, etc., dont je mélange aussi, même si je garde la variété, je mélange plein de souches de plein de mondes du même nom. Et du coup, Luc, je vais te poser aussi une des questions signature du podcast, qui est pour toi, c'est quoi ta définition à toi de la biodiversité cultivée ? Oui, c'est une bonne question ça. Biodiversité cultivée, je dirais qu'en fait c'est l'ensemble des êtres vivants, on va dire animaux, champignons, bactéries, tout ça. Finalement que l'être humain honore en les cultivant dans ses champs. Agriculteur, celui qui honore les champs, biodiversité cultivée, l'ensemble des êtres vivants. Que l'être humain finalement honore dans ses champs, mais qu'il les honore, mais par sa sagesse, quoi. Finalement, c'est un peu ça, c'est par son regard, par son génie co-créateur, on va dire, faire sortir un peu de l'obscurité enfouie dans le sauvage, par des méthodes clairement comme la sélection, faire émerger à la lumière des choses qui n'existent, qui n'étaient pas présentes, quoi. Enfin, si qui étaient présentes, mais pas visuellement présentes. Pour arriver à une tomate aussi belle et aussi savoureuse, à l'état sauvage, elle n'était pas présente, mais finalement, par la sagesse de l'homme et son regard très fin de la biodiversité et de la nature et du monde sauvage, en fait, a pu faire quelque chose de plus savoureux et un peu meilleur en faisant révéler, c'est ça, on peut dire ça un peu comme si l'homme, par sa culture, en honorant la terre, fait révéler du sauvage le cultivé. Le cultivé qui finalement honorer la terre en multipliant la vie et la diversité qui va arriver. Ça part en philosophie. Et justement, là on a parlé beaucoup de sensibilisation, à la fois du grand public, à la fois des maraîchers, des professionnels et même des cuisiniers. Toi, tu as l'impression que les personnes qui viennent à 1001 légumes, elles ont déjà dans leur tête une définition de la biodiversité cultivée, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là ? Il y a du travail à faire dans ce côté-là, oui. Okay. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur justement ce parti, surtout patrimonial. Pour eux, la biodiversité, c'est vraiment le patrimoine, super, vous avez le melon sucrin de Honfleur. On se dit, on a le melon de Honfleur, mais bon, déjà, c'est pas la souche d'origine, elle est un peu dégénérée, elle n'est pas forcément améliorée, elle ne s'adapte pas mieux qu'un autre melon. Et puis, voilà. Donc il y a vraiment cet attachement, surtout au patrimoine. Les gens résument vraiment la biodiversité au patrimoine, surtout. Okay. Donc il y a un peu de... Mais on sent que les gens ne savent rien par de ça, puis ils ont vraiment besoin de ça. Il y a vraiment une soif énorme en fait, de dire c'est vraiment chouette ce que vous faites, il y a vraiment quelque chose de cool, et on sent que les gens veulent et ils sont en demande, quoi. Donc c'est ça qui est trop bien. C'est pour ça que du coup on fait aussi des formations à la production de semences pour jardiniers. On sent qu'ils ont besoin de ça pour trouver une cohérence à la terre, à la diversité. Est-ce que tu as une idée de recette que tu aimes bien, à partir soit d'une variété en particulier ou d'une espèce sous-utilisée que tu aimes bien ? Vu qu'on est en automne et que j'ai vraiment redécouvert la courge Baby Blue, c'est une toute petite courge blanche qui est excellente à faire farcir avec un œuf dedans, c'est trop bon. Voilà, la courge Baby Blue à faire farcir au four. On peut s'arrêter là alors. Merci beaucoup Luc. Avec plaisir, merci. Merci encore à Luc et à l'association 1001 légumes de nous avoir accueillis cet hiver. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur le site Libérapay. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux ou nous envoyer un mail pour nous poser vos questions. N'hésitez pas aussi à mettre des étoiles ou un petit commentaire sur les applications qui le permettent. À bientôt!